Ta liberté, ce n'est pas du tout d'écrire ta vie. Le stoïcien serait horrifié par ces injonctions du développement personnel. Tu ne vas pas écrire ta vie. En revanche, ta liberté consiste dans l'acquiescement que tu vas accorder à ce que sera ta vie. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. C'est un passage obligé dans notre vie de femme et pourtant, nous sommes souvent peu préparés à la ménopause ou la périménopause. Notre sponsor du jour, l'application mobile Omena, accompagne déjà plus de 200 000 femmes dans cette étape si particulière face à laquelle on peut se sentir seule ou démunie. Ce que j'aime particulièrement avec Omena, c'est la variété des programmes très complets que l'on trouve sur l'application. Micronutrition, sexologie, pilates, sophrologie ou encore renforcement du périnée. Les conseils pour mieux vivre cette période sont très riches. Vous pouvez même échanger avec des praticiens via une messagerie privée pour un accompagnement sur mesure. Conçu par des experts en santé sous la supervision du docteur Letombe, grande spécialiste de la ménopause en France, Omena est une ressource fiable et précieuse. Alors pour mieux comprendre et vivre la ménopause, n'hésitez pas à télécharger l'app Omena et bénéficier de 10 € de réduction sur l'abonnement annuel grâce au code Métamorphose. Prenez bien soin de vous les amis. Face à une culture riche en injonctions à devenir qui nous sommes et une tendance du développement personnel à livrer des recettes pour réussir nos vies, une question fondamentale se pose. Sommes-nous réellement libres d'écrire notre propre histoire ? Entre le poids du destin et la force de notre volonté, quelle est notre réelle marge de manœuvre ? Mon invité du jour, dans son nouveau livre intitulé « Écrire sa vie », publié aux éditions de l'Observatoire, nous invite à plonger dans toute la complexité de cette question existentielle. Elle est enseignante et philosophe. Elle est également l'auteur de plusieurs ouvrages qui mêlent philosophie et culture populaire, dont Harry Potter à l'école de la philosophie, Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, et Ainsi philosophait Amélie Nothomb. Entre la pensée des stoïciens et celle de Sartre, nous explorons aujourd'hui les frontières entre le déterminisme et la liberté, le hasard et le choix. Je suis ravi d'accueillir sur Métamorphose Marianne Chaillan. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors votre livre Écrire sa vie explore donc cette tension entre déterminisme et liberté dans nos vies. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet ? Est-ce que vous avez l'impression d'une urgence culturelle face à des injonctions trop fortes ? Alors, cette urgence, en fait, j'en ai pris conscience après coup. Ce qui m'a amené à poser la question, ou à reprendre cette question que je me pose depuis longtemps, c'est un premier cours que j'ai fait pour mes élèves, puisque vous l'avez rappelé, je suis enseignante et en philosophie, en terminale, et voilà, chaque année, je suis confrontée à ce défi de susciter l'enthousiasme auprès d'élèves qui, parfois, viennent avec des préjugés sur cette matière nouvelle qu'ils découvrent. Et je suis sûre que vous aurez vu comme moi Le Cercle des poètes disparus, ce film extraordinaire avec ce professeur extraordinaire et à qui, mieux que lui, demander comment faire un premier cours. Donc, je me suis inspirée de lui cette année. Et vous vous rappelez cette scène où il amène ses étudiants devant les portraits des générations qui se sont précédées dans cet illustre établissement où il enseigne. Il fait descendre ses étudiants devant ses portraits. Et là, il leur lit un poème de Ronsard. On se souvient de cet acteur, Robin Williams. Oui, extraordinaire. Et donc, il lit un poème de Ronsard avec ses vers célèbres. Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Donc je me suis dit, ça c'est vraiment un cours bouleversant.
je vais faire ça. Donc, j'accueille mes élèves cette année, et l'an dernier, ça fait 2 ans que je le fais. Et je cherche une photo chez moi à leur projeter, qui fasse un peu ancienne. Je cherchais une des miennes, ça aurait suffi à faire ancien, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé encore mieux, j'ai trouvé une photo de mon père. Elle date des années 60, elle est en noir et blanc, donc on est vraiment dans le cerf des poètes disparus. Il n'y a que des garçons. Et je la projette. Et je dis à mes élèves, comme ce professeur, je dis à mes élèves, regardez-les. Au moment où la photo est prise, ils ont toute leur vie devant eux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en ont fait ? Et je leur dis, voilà, c'est une photo, il y a mon père. Aujourd'hui, mon père a 73 ans. Au moment où la photo est prise, ils ont leur vie devant eux. Aujourd'hui, où je vous parle, ils sont au crépuscule de leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont choisi d'écrire ? Qu'est-ce qu'ils ont accompli ? Quels étaient leurs désirs ? N'attendez pas, c'est à votre tour maintenant, vivez. Et j'ai conclu ce discours par une phrase que le philosophe Yankelevitch lançait à ses élèves, superbe phrase en disant « Ne manquez pas votre unique matinée de printemps ». Alors au moment où je fais cette entrée en matière, je vois que mes élèves sont saisis, l'effet que je recherchais est atteint. Ils sortent de là pleins d'énergie, prêts à dévorer leur existence, à être les auteurs de votre vie, comme vous l'avez rappelé, selon cette injonction. Bref, ils se disent « c'est magnifique, je vais écrire ma vie ». Bon. Puis au moment où je leur tiens ce discours, j'étais très contente, pédagogiquement, le but était atteint, mais je les regarde et là, je pense au début d'une pièce de théâtre que vous connaissez, une pièce d'Anouilh qui s'appelle Antigone. Mm-hmm. Et au début de cette pièce, il y a tous les personnages sur scène et il y a une voix off qui dit tu vois là, il y a Antigone. Elle le sait pas, mais tout à l'heure, il va falloir qu'elle se lève et qu'elle meure. Là, il y a Aimon. Il est content parce qu'il vient de se fiancer avec Antigone, mais il sait pas qu'il y aura pas de mari d'Antigone. Bref, la voix off nous dit que le destin est plié, que les personnages n'en sachent rien à ce moment-là, et que ça va se dérouler tout seul, quoi qu'ils le veuillent ou pas. Donc quand je regarde mes élèves, je suis partagée entre cette espèce d'enthousiasme que j'ai voulu susciter parce que j'y crois, et c'est cette idée, mais emparez-vous de votre existence. Et en même temps, cette question qui me fait peur, mais est-ce que je suis pas en train de leur mentir ? Est-ce que véritablement, on peut écrire notre vie ? Quelle est notre marge de manœuvre ? Quel est le poids des déterminismes qui pèsent sur nous ? Est-ce que ces déterminismes sont écrasants, indépassables ? Est-ce qu'il faut croire au destin ? Ou est-ce qu'il faut croire à la force de la volonté ? Auquel cas, effectivement, ma promesse n'était pas mensongère. La photo que vous évoquez avec votre papa, c'est la photo de sa salle de classe, n'est-ce pas ? Où il est avec ses camarades de classe, cette photo en noir et blanc, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai mise en ouverture du livre, donc c'est une photo de classe. Ils sont dans la cour, j'ai l'impression, de récréation, tous les petits camarades. Et puis cette photo, elle est émouvante parce que, en général, il y a mon père dessus, mais en général, je me suis rendu compte, on en a tous pris des photos de classe, et quand on les revoit comme ça a posteriori, je suis sûre que chacun de nous se posera les mêmes questions que je me pose, ou que je me suis posée en regardant. C'est qu'est-il advenu des rêves que faisaient ces enfants-là ? Qu'est-ce que la vie leur a offert de ce qu'ils n'avaient espéré ? Et est-ce que ce que la vie leur aura permis de vivre, eh bien, est-ce le fruit de leur volonté, ou finalement, est-ce que ce sera arrivé malgré eux ? Et voilà, alors bon, en plus sur la photo, évidemment, il y a mon père, mais vraiment, le vertige, pour moi, allait aussi bien pour mon père que pour mes élèves, que pour moi-même. Quand je reprends mes photos de classe, je me demande depuis longtemps... J'avais une angoisse quand j'étais à la place de mes élèves, que j'étais lycéenne. Mon angoisse, c'était... je voulais vivre ma vie. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette peur que la vie passe et que je me retrouve un jour en me disant « T'as pas vraiment vécu ta vie, t'as vécu la vie qu'on a dessinée pour toi. » Et donc vraiment, je voulais exister pleinement. J'avais lu une nouvelle de Camus dont je parle dans plusieurs de mes essais. Les livres peuvent changer notre vie, je suis sûre que vous en êtes convaincus comme moi. Et cette nouvelle a vraiment changé ma vie. Elle s'appelle La femme adultère, une nouvelle de Camus où justement il y a une héroïne qui s'appelle Janine et qui, elle, n'a pas vraiment osé affronter le péril de vivre et se réveille
vers l'âge de 50 ans en se disant j'ai pas vraiment vécu. Donc moi, ma peur, c'était de pas vraiment vivre ma vie. Et puis là, je me suis dit, à l'occasion de ce cours inaugural, je me suis dit, mais et si la question, c'est pas ça, mais la question, c'est en fait, quelle est vraiment notre marge de manœuvre? Il faut se poser une question préliminaire, c'est quelle est notre marge de manœuvre? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas... Et quel est ce moi qu'il ne s'agirait pas de perdre? Enfin, toutes ces injonctions, vous l'avez rappelé en introduction, le développement personnel nous martèle des injonctions dont j'ai senti une forme de violence dans la mesure où elles reposent sur des présupposés philosophiques qui ne vont pas du tout de soi. Présupposé numéro 1, nous sommes libres. C'est la volonté qui est responsable de ce que nous accomplirons. Pourquoi je dis que c'est maltraitant? Parce que du coup... si les choses échouent, alors c'est notre faute, par exemple. Et deuxième présupposé, qui ne va pas du tout de soi, c'est qu'il y a une unité du moi, il y a une permanence du moi. Alors c'est bizarre parce qu'à la fois on affirme la permanence d'un moi, et en même temps, ce moi qui serait là, il faudrait le devenir. Donc c'est un peu paradoxal, il faudrait devenir qui on est. Bon, un peu paradoxal. Donc voilà, vous avez raison, j'ai réalisé après coup qu'il y avait un besoin de faire retour à la philosophie pour affronter ces questions. Et vous ressentez chez vos élèves une angoisse similaire à celle qui vous traversait quand vous étiez, vous, adolescente? Ah oui, complètement. Ouais, complètement. Elle vous semble croissante au fil des années? Ce serait difficile de dire qu'elle est plus grande que ne fut la mienne. Je vois en tout cas qu'elle est réelle. Peut-être, non, ils ont conscience des déterminismes qui pèsent sur eux et du coup, oui, ils ont envie d'essayer de s'en affranchir. Alors, puisqu'on parle de destin, on peut rentrer tout de suite dans la pensée stoïcienne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la pensée stoïcienne du destin? En quoi ça influence notre vision de la liberté? En gros, si j'avais eu un stoïcien dans ma salle de cours, là, puisque je viens de vous amener avec moi dans ma salle de cours lors du premier cours, et cette question que je m'étais posée, que nous appartient-il d'écrire si j'avais eu un stoïcien dans la classe? Il m'aurait dit, Marianne, c'est simple, rien. Voilà. Tu ne vas rien écrire, tu ne seras pas l'auteur de ta vie. En revanche, et pour eux, c'est pas rien du tout, tu seras l'acteur. Et c'est en cela que réside ta liberté. C'est bizarre, ta liberté, ce n'est pas du tout d'écrire ta vie. Le stoïcien serait horrifié par ces injonctions du développement personnel. Tu ne vas pas écrire ta vie. En revanche, ta liberté consiste dans l'acquiescement que tu vas accorder à ce que sera ta vie. Tu ne le choisiras pas, mais tu peux choisir d'acquiescer ou non à ce que le destin te réserve. Quand je dis ça aux élèves, au départ, ils sont très, très déçus. Ils disent, mais ça, c'est pas du tout de la liberté, mais si le destin existe, alors... Si le destin existe, mais le mot liberté n'a plus de sens, si les choses sont pliées. Le destin, en gros, c'est ce qu'on trouve à l'œuvre dans les tragédies grecques, quoi. Rappelons-nous l'Œdipe, l'horrible Œdipe de Sophocle, et voyons si vous êtes stoïcien vous-même, ou si nos auditeurs le sont, mais... Je vous rappelle le début d'Œdipe, on fait une prophétie d'abord aux parents, donc à une maman enceinte qui s'appelle Jocaste et qui se réjouit d'avoir un bébé, mais voilà, il y a cette prophétie, attention, ce bébé qui n'est même pas né, tu verras, le jour où il viendra au monde et qu'il grandira, il tuera son père, il t'épousera. Alors pour rigoler, des fois je dis pas qu'il s'agit de Sophocle, je dis pas qu'il s'agit d'Œdipe, mais je dis à mes élèves, imaginons, dans 10 ans, dans 15 ans, quand vous aurez l'âge, voilà, très bien, vous attendez un enfant. Et puis vous croisez une voyante qui vous annonce que le bébé que vous attendez tuera son père et épousera sa mère. Que faites-vous? Et alors, c'est drôle parce que la classe se déchire. Il y en a qui vont dire je lui explose de rire au visage et je l'envoie bouler, c'est n'importe quoi. Il y en a d'autres qui me disent j'avorte tout de suite. Mon Dieu, quelle terreur. Et donc, qui croient à la valeur des prophéties. Et les troisièmes disent justement, puisqu'on croit à la valeur des prophéties, on sait bien qu'il n'y a pas moyen de lutter contre le destin. Quand le destin est écrit, il ne sert à rien de vouloir lui échapper. En cela, ils reprennent une métaphore des stoïciens qui nous disent que l'homme, face au destin, est comme un chien attaché à une charrette. C'est-à-dire que
s'il cherche à échapper à la force d'attraction que fait la charrette sur lui, il sera tout autant conduit par la charrette. Ça fera plus mal, mais il sera tout autant conduit. Et donc, autant y aller. Et donc, certains de mes élèves disent, eh bien, voilà, si la voyante fait cette prophétie, je n'aurai guère le choix que d'affronter mon destin. Et alors, je peux l'affronter, ce destin, mais je crois que chez les stoïciens, je peux aussi l'aimer. C'est le fameux amor fati. Est-ce que vous pouvez détailler un peu cette notion ? Là, on en demande beaucoup. Hein, c'est que... Donc, on récapitule. Chez les stoïciens, les dés sont jetés. L'avenir est comme une espèce de corde qui va enrouler, qui va se dérouler, qui va se déplier, et cela complètement indépendamment de notre volonté. Il n'y a pas du tout de volonté libre chez l'agent. Alors, ça va se déplier, c'est le destin, c'est le début d'Antigone, c'est Oedipe. Bon. En quoi réside néanmoins ce qu'ils appellent, paradoxalement pour nous, de la liberté, dans le fait que nous acceptions. Mais vous avez raison, ils vont plus loin. Ils vont même nous dire que l'étape suprême de la liberté, c'est pas simplement d'accepter, c'est d'aimer le destin, amor fati. Aimer ce qui nous arrive. Ça, évidemment, on peut objecter tout de suite que ça semble une tâche impossible quand la vie nous frappe durement. C'est-à-dire comment aimer les épreuves que la vie nous envoie. Voilà, c'est la liberté suprême, que cette acceptation de la vie telle qu'elle est dans toutes ses dimensions, y compris la dimension de la souffrance. Alors on a d'autres visions dans le grand univers de la philosophie, notamment celle de Sartre, qui est opposée. En quoi il s'oppose justement aux stoïciens dans sa conception de la liberté, Sartre ? Alors là, on passe dans le symétrique absolu. Chez Sartre, l'idée de destin d'abord est une erreur, évidemment, mais une erreur un peu lâche, en fait, qui nous disculpe de ce qui nous revient dans ce qui nous arrive. Parce que chez lui, ce qui nous arrive vient de notre volonté. Chez lui, il y a vraiment cette affirmation du pouvoir, du libre arbitre, et quels que soient les déterminismes qui pèsent sur nous, parce que le destin, ça, évidemment, il n'en est pas question chez lui. L'avenir n'est pas écrit, et quand il s'écrira tel que nous l'aurons voulu. Donc chez lui, oui, on peut parler du fait d'être auteur de sa vie. On est l'auteur de sa vie, quels que soient les déterminismes qui pèsent sur nous, parce que, dit-il, évidemment, il ne nie pas donc qu'il y ait des poids sociaux, économiques, etc., qui pèsent sur nous, mais il soutient cette idée que nous ne choisissons pas ce qui nous est donné, mais nous choisissons ce que nous faisons de ce qui nous est donné. Pour donner un exemple très clair, en cours, je parle d'une amie à moi qui est championne paralympique, qui s'appelle Nathalie Benoît. Nathalie Benoît, donc, quand elle avait l'âge de mes élèves, 18 ans, elle se destinait à faire une carrière de sportive valide dans le basket. Puis on lui annonce qu'elle a une sclérose en plaques. Voilà. Vous racontez son histoire dans le livre, d'ailleurs. Oui, voilà, tout à fait. Oui, parce que vraiment, je pense que c'est le meilleur moyen de savoir ce que Sartre veut dire quand il nous dit « je choisis pas ce qui m'est donné, mais je choisis ce que je fais de ce qui m'est donné ». Voilà, la sclérose en plaques tombe sur elle et signe la fin d'une carrière de sportive valide, signe la fin pour elle d'une carrière d'institutrice qu'elle s'apprêtait aussi à engager. Et pourtant, elle raconte, enfin en tout cas quand on la voit, quand on la fréquente, on est ébloui par la force de sa volonté qui nous dit « une porte s'est fermée, une autre s'est ouverte, eh bien je ne ferai pas du basket ». Allons pour l'aviron. Et elle est montée sur l'eau et elle s'est mise à ramer. Elle est devenue championne paralympique à Londres, puis à Tokyo, puis à Paris, où elle vient de finir sa carrière. Et ce genre de parcours semblerait témoigner de la validité de la thèse de Sartre. J'entends déjà les objections que certains auditeurs qui nous écoutent peuvent se faire à eux-mêmes et que j'entends moi-même. Mais dans ce moment où on essaye de faire valoir la philosophie sartrienne, c'est ça qu'il est en train de dire. Il est en train de nous dire il n'y a rien qui nous arrive qui soit déterminant, qui soit définitif, parce que c'est à nous d'en faire quelque chose, même quelque chose de
tragiques, donc par exemple la maladie ou le deuil d'un être aimé, etc. Voilà, n'oriente pas notre existence dans un sens. Notre volonté va l'interpréter et en faire quelque chose. En tout état de cause, chez lui, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de nécessité à l'œuvre, il y a la contingence, c'est-à-dire l'avenir peut être ou ne pas être. Et alors, qu'est-ce qui va faire que c'est tel possible qui va se réaliser plutôt que tel autre? Notre volonté. Mais votre amie, elle incarne d'une certaine manière cette citation de Sartre, l'existence précède l'essence. Oui, elle incarne vraiment cette philosophie de Sartre, ou en tout cas, elle ne se laisse pas... par exemple, Sartre a un concept assez étonnant, qui est le concept de salaud. C'est une insulte, mais qu'est-ce qu'il appelle un salaud? C'est quelqu'un qui se réfugie derrière ce qui lui arrive, ce qui lui est arrivé, ou une prétendue nature. C'est ce qu'elle aurait pu être. Elle aurait pu dire, moi j'aurais été une grande championne sportive, mais voilà, la vie en a décidé autrement pour moi. Donc elle blâmerait ce que Sartre appelle une situation, quelque chose qui lui est arrivé dans la vie, pour dire, voilà, j'ai pas pu être une sportive de haut niveau. Et Sartre dit non, le salaud, c'est celui qui se trouve des excuses. Il n'y a pas d'excuses. Aucune situation que nous pouvons... C'est une pensée très brutale. Je pense que chacun là le ressent. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est très enthousiasmante parce qu'elle fait de nous les auteurs de notre vie, mais elle peut être aussi extrêmement douloureuse et violente parce qu'elle nous dit, vous n'avez absolument aucune excuse. Ce que vous avez vécu dans votre passé ne détermine en rien ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous serez demain, parce que ça dépend de ce que vous en ferez. Et ça, quand même, c'est à la fois enthousiasmant et brutal. Est-ce que dans le parcours personnel de Sartre, il y aurait eu des événements qui pourraient expliquer sa pensée aussi tranchée ici, sa vision de la liberté? Je connais pas assez bien sa biographie, mais ce que je pourrais dire, parce que je la cite un peu plus tard dans le livre, Simone de Beauvoir, qui fut sa compagne de vie, j'aurais tendance à dire que peut-être, ce qu'il appelle la situation, donc sa situation, c'est-à-dire ses conditions d'apparition dans le monde, socio-économique, etc., son genre, tout ce que vous voulez dire, ont permis qu'il s'engage dans un discours aussi volontariste. C'est-à-dire qu'un peu plus tard, je relève cette phrase de Simone de Beauvoir, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais où elle dit, en gros, qu'elle comprend, elle comprend un peu tard dans leur carrière intellectuelle, que finalement leur réflexion, elle était située. C'est-à-dire qu'ils ne se rendaient pas compte tout à fait, mais leur discours relève d'un certain milieu. Je ne sais pas si je l'ai dit clairement. On est complètement dedans. Néanmoins, vous écrivez aussi que la liberté chez Sartre, elle peut être vécue comme une condamnation, qu'il y a, indépendamment de ce que peut nous permettre notre condition sociale, une difficulté à assumer sa liberté. Ah bah oui. Oui, je vois à quel moment vous voulez faire. Parce qu'il faut dire que dans le livre, je pars à la recherche de la réponse. Donc, je prends très, très au sérieux chacune des réponses. Il ne s'agit pas pour moi de dire, alors les stoïciens pensent ça, mais ils ont tort, Sartre pense ça, mais il a tort. Comme je me pose véritablement la question, je cherche la réponse pour moi-même et j'écoute avec beaucoup de sérieux chacune de ces positions. Et effectivement, quand on prend au sérieux le discours du libre arbitre, le discours sartrien, on se rend compte qu'il y a, je l'ai esquissé un peu tout à l'heure, mais l'annonce de notre liberté est à la fois une bonne nouvelle et à la fois quelque chose d'extrêmement dur à porter, et c'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent, dit Sartre ou Heidegger aussi, déposer ce fardeau de la liberté, parce que si je suis responsable de ce que je suis, s'il m'appartient de dessiner ma vie, de me choisir, et si ce choix est constant, à chaque instant remis sur le tapis, si je ne suis rien, jamais, mais toujours quelqu'un qui a à être, vous voyez comme c'est épuisant, et comment on peut plutôt céder à la facilité de se laisser aller dans des rails tracés d'avance et déposer ce fardeau de la liberté. Est-ce qu'il existe une voie médiane, un juste milieu entre ce déterminisme absolu des stoïciens, ce libre arbitre total de Sartre ?
Alors, si on dit voix médiane, ça rappellera peut-être à nos auditeurs des mauvais souvenirs de philo où on avait l'impression que la disserte, c'était thèse, antithèse, foutaise, quoi. Un espèce d'une synthèse foutaise. Je dirais pas, du coup, voix médiane, parce qu'on voit mal comment concilier la pensée du destin et la pensée de la contingence. Mais par contre, il y a un auteur qui, après que je me sois rendu compte contre la force du destin, contre la force de la volonté, qu'il y avait une force des choses indépassable, c'est-à-dire des déterminismes dont on pouvait pas, sur lesquels on pouvait pas fermer les yeux. Il y a un auteur quand même qui nous dit que ces deux positions qu'on vient de développer ensemble, elles sont d'une manière symétrique totalement excessives et totalement illusoires. Et donc totalement erronée, et qui va nous dessiner une troisième voie. Alors une troisième voie peut-être un peu décevante, quoi, parce que et il le dit lui-même, cet auteur c'est Spinoza, pour pas faire durer le suspense. Il dit lui-même qu'il y a des vertus à cette pensée du libre arbitre, et vertus qu'on soulignait ensemble en ouverture de cette émission, en disant quand on nous dit qu'on est libre, mon Dieu, comme c'est stimulant, comment c'est enthousiasmant. Évidemment, un auteur qui vient nous dire laissez tomber, le libre arbitre, ça n'existe pas, la volonté, ça n'existe pas, et qui vous dit pas non plus le destin existe, ce qui pourrait avoir, même si c'est un peu déprimant, ce qui pourrait avoir un effet rassurant, de se dire quelqu'un a écrit, non, donc rien, ni volonté, ni destin. Spinoza qui nous dit mais enfin, nous sommes une partie de la nature, non ? Nous appartenons à la nature, et tout dans la nature est soumis à des lois. Pourquoi donc ferions-nous exception ? Nous sommes soumis aux lois de la nature, et donc nous sommes déterminés, quoique nous n'en ayons pas conscience, parce que nous sommes victimes d'un préjugé finaliste, c'est-à-dire que quand nous posons une action, je vais vous donner un exemple très simple, parce que c'est vrai que Spinoza, c'est un peu ardu. Un exemple très simple. J'ai un élève qui me dit « Non, mais moi, madame, je suis sûre que je suis libre. Regardez, j'ai fait un choix en rentrant en première, j'ai choisi mes enseignements de spécialité. » Donc, puisqu'on choisit maman, voilà. Il me dit « J'ai choisi. J'ai choisi librement. J'aurais pu choisir maths ou physique, j'ai choisi. J'ai choisi parce que, dit-il, je veux faire Sciences Po. Donc, j'ai fait philo et histoire. Très bien. » Il me dit, voyez, j'ai fait ce choix dans un but, en regardant vers l'avenir. C'est parce que je veux faire Sciences Po que j'ai fait ce choix. Et ce qu'aurait répondu Spinoza s'il avait été dans la salle, à mon élève, il lui aurait dit, sans doute, mais tu ignores tout des raisons qui t'ont amené à poser ce but. C'est-à-dire que tu n'as conscience uniquement que du but, mais quelle est la cause qui a fait que tu as posé ce but ? Tu l'ignores, et parce que tu l'ignores, tu crois que tu l'as posé librement, mais ce but a été posé par une cause. Et quand je lui explique ça, je lui soumets une hypothèse, à ce moment-là, ce que je crois être une hypothèse, et je lui dis, est-ce que par hasard, tu aurais entendu dans ta famille des discours plutôt valorisants sur Sciences Po ? Puis il me regarde, il me dit, mon père a fait Sciences Po. Et il éclate de rire. Et cet éclat de rire, en fait, c'est un peu subtil et je ne sais pas si ça sera agréable à entendre, mais c'est ça la liberté chez Spinoza, c'est-à-dire ce moment où je prends conscience de mon déterminisme, des déterminismes qui me traversent. C'est pas du tout je vais inaugurer quelque chose qui n'aurait aucune cause. Non, c'est je vais prendre conscience des déterminismes qui me traversent, dans lesquels je suis complètement inscrit et qui du coup aussi expliquent les actions des autres. Et cette connaissance, en me libérant complètement des affects et des passions tristes que peut susciter l'illusion de libre arbitre, va me faire ce petit pas de côté. On n'est pas loin de la psychanalyse. Je ne sais pas si vous faites comme moi un lien. Ce petit pas de côté qui fait qu'au lieu d'être complètement agi, je vais retrouver une part d'activité, mais au sein d'un déterminisme indépassable. Mais d'ailleurs, dans votre livre, vous évoquez un débat avec vos élèves sur l'influence du milieu social. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensaient, vos élèves, de la question peut-on s'affranchir de notre condition de naissance ? Ouais. Alors là, on fait
petit pas en arrière, c'est-à-dire avant d'arriver à Spinoza, effectivement, donc il y a un chapitre dans le livre, une partie du livre qui est consacrée à la reconnaissance des déterminismes. Et pour faire comprendre, parce que j'ai ce souci, en bonne enseignante que je suis, j'ai le souci que les concepts que j'essaie d'expliquer soient le plus accessibles possible. Je raconte quelque chose qui m'est arrivé en classe. À un certain moment de l'année, j'organise des procès, c'est-à-dire des dissertes live, grandeur nature. Et la disserte que je soumets à mes élèves, on est à Marseille. Je ne sais pas s'il y a parmi vos auditeurs, certains connaissent bien Marseille. À Marseille, il y a une place qui s'appelle la place Castellane, qui est au centre de la ville, bordée de restaurants, c'est assez joli, c'est un quartier assez favorisé. Et puis à Marseille, il y a une cité qui s'appelle la Castellane. Un même nom, deux mondes différents. Cette cité, par ailleurs, est connue parce que notre gloire phocéenne, Zinedine Zidane, y a vécu et vient de cette cité. Et donc, question que je soumets aux élèves, comme une espèce de procès. Je leur dis, est-ce que naître à la Castellane ou à Castellane, à la place Castellane, est-ce que ça dessine un destin? Ils font deux équipes d'avocats, ils travaillent, et puis, le jour venu du procès, ils viennent plaider. Donc certains sont venus m'expliquer que mais non, pas du tout, très sartrien, hein, peu importe là où on est, notre destin nous appartient, etc., etc. Une autre équipe avait la charge de dire, hélas, ça dessine un destin. Le procès a lieu, très bien, et au moment où ça se termine, il y a un élève qui dit, je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Et il dit, moi je suis né à la Castellane et j'y vis à la Castellane. Tout d'un coup, voilà, je parlais tout à l'heure de Sartre dont la réflexion était située. Je me suis rendu compte à quel point mon propre cours était situé et comment aussi tout notre propos était situé. Et tout d'un coup, lui qui savait de quoi il parlait, nous a mis une bonne gifle en nous montrant que tenir un discours sartrien, c'était quand même vraiment à te couper de la réalité des choses. Et ouais, ça nous a fait beaucoup de bien. Et il a gagné le match. Il a plié le procès. Du coup. Alors, derrière ce débat, vous me faites penser à ces deux mondes qui se parlent peu. D'un côté, l'univers du développement personnel très sartrien. De l'autre côté, la vie politique de notre pays, où, sans s'attarder dessus, des idées très, très opposées s'affrontent sur qu'est-ce que devrait être le développement collectif de notre pays. Et la question que j'ai pour vous, c'est en quoi la philosophie peut-elle nous aider à réconcilier développement personnel et collectif? Est-ce que ces deux mondes peuvent réapprendre à fonctionner ensemble? Alors, je ne suis pas sûre de comprendre votre question parce qu'en vous écoutant, moi, ce qui m'est apparu, c'était plutôt la collusion, au contraire, entre ce discours du développement personnel que vous dites sartrien, avec raison, c'est-à-dire qui promeut, qui met en avant la force de la volonté, vraiment, je suis allée voir dans un rayon de développement personnel des titres qui étaient quand même assez... que je ne vais pas dire pour faire offense à aucun auteur, mais qui étaient des espèces de prescriptions. Si tu fais ça, alors tu seras heureux, comme si c'était une affaire de volonté. Bon. Mais dans le discours politique, je trouve qu'il y a quelque chose d'analogue quand on nous parle de méritocratie. Et vraiment, j'ai l'impression que, mon Dieu, mais on en soupe à tous les discours. Quand tu veux, tu peux, traverse la rue, tous ceux qui disent... l'autre jour, je regardais une très bonne vidéo de la journaliste Salomé Saké, où elle mettait des extraits d'hommes politiques. Il me semble que c'est elle, ou alors c'est une vidéo sur Chantal Jacquet, la philosophe qui est extraordinaire aussi, qui parle des transclasses, et on voyait un homme politique dire... moi, je préfère la bourse au mérite plutôt que les APL pour tous. Enfin, vraiment tout ce discours hyper méritocratique que des personnalités, d'ailleurs, qui ont réussi
je nommerai personne, reprennent à leur compte en disant « moi, mon parcours de vie en tant que transclasse », c'est-à-dire des gens qui sont partis d'un milieu social un peu défavorisé, qui ont connu une ascension sociale, disent « voilà, je suis la preuve de la force de la volonté et c'est ce que je veux transmettre aux jeunes, allez-y, quand on veut, on peut ». Je trouve que là, il y a quelque chose de très proche dans le discours du développement personnel, dans ce discours politique de la méritocratie, et qui est complètement illusoire et maltraitant. Enfin, du coup, je ne suis pas bien convaincue, je ne sais pas si ça rejoint la fin de votre question, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que la philosophie n'a pas à soutenir le développement personnel, en tout cas quand il s'égare dans ce genre de discours, mais à reprendre le domaine qui lui appartient, c'est-à-dire que la philosophie, elle peut prendre en charge la souffrance, les questionnements existentiels absolument légitimes que chacun d'entre nous se pose. C'est bien ça, c'est bien son origine et sa fonction. Et peut-être de par son abstraction, la philosophie, qui est quand même... Enfin, beaucoup de gens, moi, me disent « j'aimerais bien lire de la philo, mais bon, je sais déjà que si j'ouvre un bouquin, ça va être... je vais rien comprendre. » Donc, peut-être l'abstraction de la philosophie, hélas, la rend... ne lui permet pas d'accomplir. Et donc, a permis ce que prospère le développement personnel, qui, à mon sens, s'égare complètement, en imaginant, premièrement, il y a un déni de la subjectivité, je pense que vous l'évoquiez au tout début de votre introduction, il y a un déni de la subjectivité, comme si les mêmes recettes pouvaient valoir pour tout le monde. Il y a un contresens philosophique, à mon avis, sur la puissance de la volonté. Il y a des contresens philosophiques sur la nature du bonheur. Il y a des idées complètement fausses. Enfin, il y a aussi une méconnaissance de réalité psychanalytique parce que ce serait tellement bien de se dire que nous n'avons que des pulsions de vie, mais hélas, il n'y a pas que ça. Donc le développement personnel oublie la moitié du matériau. Bon, peut-être que tout le développement personnel n'est pas comme ça, mais en tout cas, ce que je voulais dire à votre réponse, c'est que moi, ce qui m'a importé dans ce livre, aussi, comme finalement dans mes précédents livres, Où donc est le bonheur, qui était consacré à cette question du bonheur et à la folie passionnément consacrée à la question du désir amoureux, d'essayer de déconstruire le concept ambiant à la fois du bonheur, du désir, de la liberté, parce que il me semble que dans les 3 cas, le discours ambiant qui est relayé par le développement personnel, finalement est extrêmement maltraitant. Vous le disiez très bien tout à l'heure quand vous parliez de ces gens qui, finalement, au terme d'un livre de développement personnel, vont pas avoir résolu leurs problèmes, et même ça va être pire parce qu'ils vont se dire mais alors c'est vraiment moi qui ai un problème. Si je lis un bouquin qui me dit que ça marche, qui me dit que si j'applique bien la leçon je vais être heureux, je finis le bouquin, je suis toujours pas plus heureux, vraiment c'est moi qui ai un problème. Donc culpabilité, etc. Donc voilà, moi j'ai l'impression que j'essaye de déconstruire plein de présupposés du discours ambiant, de concepts communs, que je peux reprendre à mon compte. Je suis pas là, attention, en parlant d'un point de vue de sachante, j'ai fait de la philo, je sais mieux, etc. Pas du tout, c'est que je suis moi-même prise dans l'impasse, en fait, de ces concepts. J'en souffre moi-même, c'est-à-dire que je peux me dire, mais tiens, mais qu'est-ce qui va pas pour toi, pourquoi t'es pas heureuse, etc. Et en fait, c'est-à-dire, vraiment, c'est important, je dis ça parce que je voudrais pas du tout avoir un discours élitiste, la philo contre le développement personnel. Non, c'est que je crois vraiment que le point de départ est légitime, la souffrance est légitime, je crois qu'elle est commune, elle est universelle. Et je crois, bon, peut-être parce que je suis professeure de philosophie, que le meilleur remède, même s'il n'est pas agréable, même s'il ne promet pas le salut, ni de recouvrer une santé extraordinaire, le meilleur remède, c'est la philosophie. Avez-vous l'impression que dans le monde politique, on a eu justement un glissement sémantique de ce terme méritocratie qui peut-être il y a 50, 60, 70 ans désignait la responsabilité de l'État à créer un cadre permettant à tout le monde, quelle que soit sa condition, de réussir avec des énormes guillemets, selon ce qu'on met derrière le mot réussite, et qu'aujourd'hui, derrière le mot méritocratie, on a plus justement une vision sartrienne, donnant l'injonction à chacun que s'il veut, il peut. Je ne suis pas assez experte pour vous répondre. Néanmoins, en vous écoutant, ça m'évoquait
un passage d'une conférence de cette philosophe que j'ai citée tout à l'heure, Chantal Jacquet, où elle raconte son propre parcours, enfin elle le fait de manière très pudique, mais elle-même est une transclasse. C'est la philosophe qui a inventé le concept de transclasse. Et j'ai eu la chance de l'avoir comme enseignante à la Sorbonne, et elle raconte comment la jeune élève qu'elle était a eu la chance de pouvoir rentrer dans ce qui s'appelait les écoles normales d'instituteurs. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, ma grand-mère a fait ça aussi, mon grand-père a fait ça. Les écoles normales d'instituteurs, ça permettait aux enfants de familles qui n'étaient pas très fortunées, ils passaient un concours, je crois que c'était en 3e, si je ne dis pas de bêtises, et là, ils rentraient à l'école normale. Ça veut dire qu'à partir de là, leurs études étaient prises en charge par l'État, et on les préparait à devenir les instituteurs et les professeurs de demain. Et donc Chantal Jacquet, à partir de 15 ans, elle est rentrée là-dedans, elle est devenue... Voilà. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, de ce point de vue, c'est la seule réponse que je peux faire, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de l'histoire politique, etc. Mais de voir qu'il y a effectivement, en tout cas, je ne sais pas s'il a fonctionné un jour, le fameux ascenseur social, mais en tout cas, sur cette question-là, que je peux connaître, puisque je viens d'une famille d'enseignants, puisque j'ai lu ce témoignage de Chantal Jacquet, je peux dire au moins là, sur quelque chose de très précis, qu'il est cassé, clairement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Puis, je cite dans le bouquin une étude... que j'ai vu apparaître avec plaisir un peu partout là, sur les réseaux sociaux, une étude qui a été faite par un doctorant, si je ne me trompe pas, et qui a été reprise dans Les Échos, où on voit le nombre de chances qu'on a d'intégrer une grande école selon qu'on a un nom à particules, qu'on a un parent qui a fait l'ENS ou l'ENA ou Polytechnique. 330 fois plus de chances quand même. 25 fois plus de chances de rentrer dans une grande école si on est né à Paris. Bon, c'est pas rien quand même cette affaire. Moi qui enseigne à des jeunes Marseillais, c'est un chiffre que j'ai à l'esprit quand je me pose la question de qu'est-ce qui leur appartient d'écrire. On peut pas faire l'économie de ce déterminisme. Alors je repense à la photo de votre papa avec ses camarades de classe et aux années qui ont passé pour eux. Vous abordez aussi la question du remords et des vies non vécues dans votre livre. Comment est-ce qu'on peut gérer le poids de ces choix qu'on n'a pas fait ? Vous voyez, c'est vraiment parce que moi aussi, je peux partager ces affects-là en première personne ou parce que je suis témoin autour de moi. Et moi, mes parents ont 70 ans et donc forcément, ils se posent des questions sur ce qu'ils auraient pu faire et qu'ils n'ont pas fait. Ils sont un peu à l'heure des comptes, quoi. Et comment on fait pour gérer, effectivement ? Mais même à mon âge, moi j'ai 43 ans, je me pose déjà cette question-là. Et finalement, alors est-ce que vous allez trouver que c'est lâche ou pas ? Mais finalement, la pensée spinoziste, moi j'y ai trouvé cette idée que le remords, le regret, c'était des affects un peu imaginaires dans le sens où ils présupposent que j'avais la capacité à faire autrement. Et si je m'en veux de ne pas avoir fait cette chose-là, ou de l'avoir faite au contraire, est-ce que je m'en veux pas aujourd'hui, étant la personne que je suis aujourd'hui ? Et est-ce que je fais pas un reproche à la personne que j'étais hier, mais qui n'est pas la personne que j'étais aujourd'hui ? Finalement, ce que j'ai fait hier, n'était-ce pas ce que je pouvais faire, compte tenu de ce que j'étais à ce moment-là ? Et dans mon livre, ce que j'ai trouvé, c'est cette espèce d'acceptation, finalement, d'une certaine manière, en reconnaissant qu'on n'est pas maître de tout. Et c'est là que je dis, peut-être vos auditeurs trouveront que c'est une pensée lâche, mais je vais spoiler la fin de mon livre. je termine le livre en citant une phrase que mon père nous avait toujours dite à ma sœur et moi, en disant « Quand l'heure sera venue, mettez sur ma tombe, il a fait ce qu'il a pu. » Et moi, je me disais « Mais il a fait ce qu'il a pu, mais quelle lâcheté, quoi. Ne fais pas ce que tu peux, enfin, obtiens. » Je me disais « Mais c'est vraiment, il a fait ce qu'il a pu. Bah, dis donc, tu te déculpabilises, quoi. » Et puis finalement, au terme de mon enquête, dans le bouquin, enquête réelle, quoi, je voulais trouver... j'ai compris la profondeur de cette phrase. Il a fait ce qu'il a pu. Je crois que c'est exactement ce que nous explique Spinoza. C'est-à-dire,
on s'efforce autant qu'on peut, compte tenu de ce qu'on est. Alors évidemment, on peut augmenter cette puissance, ce pouvoir. Ce qui augmente ce pouvoir, c'est pas une force de la volonté, puisque ça n'existe pas chez lui, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la compréhension des mécanismes qui nous traversent, qui nous agissent. La connaissance de soi ? Oui, voilà, la connaissance de soi, entendue comme connaissance de cette complexion, de ce nœud de déterminisme dont je suis je suis traversée comme un faisceau par un tas de déterminismes. Cette connaissance de soi, un peu comme on irait faire une psychanalyse en fait, nous permet non pas d'être pleinement actif, un sujet qui inaugurait son avenir, mais nous permet de diminuer autant qu'on peut en nous la part de servitude et d'augmenter la part d'agir plutôt que la part de ceux qui nous agissent. Alors je m'excuse, je me rends compte que ce discours n'est pas hyper enthousiasmant. Et en même temps, la vérité, vous avez vu Matrix, j'imagine, ça c'est mon côté pop philo qui ressort. Quand Morpheus accueille Néo, il lui dit « Attention, je ne t'offre que la vérité. Le que est important. La vérité n'est pas nécessairement réjouissante. » Là, c'est pas moi qui prétends dire la vérité. J'ai l'impression que Spinoza, en revanche, nous donne une leçon d'une lucidité qui fait qu'on aurait peut-être envie de détourner le regard. Mais hélas, je crains qu'il ait raison. Mais d'ailleurs, après Harry Potter à l'école de la philosophie ou Game of Thrones, une métaphysique des meurtres, on pourrait vous imaginer écrire un livre sur la philosophie dans Matrix. Ce qui serait, serait vraiment d'actualité en plus, avec l'intelligence artificielle qui nous roule dessus. Oui, c'est sûr. Alors, il y a eu un très beau livre sur Matrix, déjà. Et alors, par contre, moi, j'ai écrit un autre livre qui s'appelait In Pop We Trust pour montrer la conviction profonde que j'ai que dans ces œuvres dites de culture populaire, on trouve le moyen de réfléchir et de penser. Oui, et vous citez d'ailleurs la chanson Ayam dans votre livre, Né sous la même étoile. Ah bah oui, Groupe marseillais. Évidemment Ayam. Évidemment, donc Ayam qui illustre très bien ce que je racontais tout à l'heure sur le procès. Castellane ou la Castellane, c'est l'objet de cette chanson, Né sous la même étoile. Et dans cette chanson, on voit deux personnes qui sont nées dans deux quartiers très différents et le verdict d'Ayam n'est pas très réjouissant non plus, puisqu'ils disent « Je peux rien faire, je suis pas né sous la même étoile ». Mais je cite aussi Céline Dion, Jean-Jacques Goldman et Frank Sinatra. Oui, je reste persuadée que l'esprit de sérieux, c'est pas forcément le meilleur moyen de réfléchir avec sérieux, mais qu'on peut sérieusement réfléchir tout en se divertissant, et que par ailleurs, les œuvres dites de divertissement nous donnent beaucoup à penser. Donc Marianne Chaillan, pour résumer, si je veux écrire ma vie, je vais faire une psychanalyse, j'écoute Ayam, je revisionne Matrix, et comment, plus sérieusement, j'intègre la philosophie dans mon quotidien. Si à la fin de cette interview, un auditeur ou une auditrice a ce désir, par quoi est-ce qu'on commence pour mettre un peu de philo dans notre calendrier ? C'est difficile parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que les textes philosophiques peuvent nous donner un sentiment de nous laisser à la porte, parfois, pas tous, mais parfois. Mais je pense qu'on trouve aujourd'hui pas mal d'ouvrages qui servent d'introduction. Même, par exemple, Spinoza, quand je l'ai rencontré en licence, je l'avais, et puis à côté de moi, j'avais des commentateurs de Spinoza qui me servaient comme les petites roulettes sur un vélo. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à lire Spinoza, je lisais les commentateurs qui m'aidaient à lire Spinoza. Je crois juste qu'il faut oser faire ce pas, savoir que le chemin est difficile. Certains auteurs sont très, très lisibles. Les stoïciens, dont on parlait tout à l'heure, les épicuriens, les philosophes de l'Antiquité sont généralement un peu accessibles. Si vraiment on veut faire de la philo en l'étudiant, mais bon, il y a des... En tout cas, moi, c'est la fonction que je me suis donnée, un peu modestement, de servir, ou immodestement, de servir de pont, de passerelle, entre ce désir de philosopher et des œuvres qui sont parfois un peu abruptes. Merci beaucoup, Marianne Chaillan, d'être venue au micro de Métamorphose.
Merci à vous. Votre livre « Écrire sa vie » est disponible en librairie. Il a été publié aux éditions de l'Observatoire. Et puis, peut-être une invitation pour celles et ceux qui nous écoutent. Si cette conversation vous a fait réfléchir sur votre propre liberté, si vous vous sentez plutôt de l'école de Sartre, de l'école des Stoïciens ou de l'école de Spinoza, partagez-nous, si cela vous tente, vos pensées sur les réseaux sociaux de Métamorphose, Instagram, YouTube. Et vous pouvez bien sûr vous abonner à notre newsletter pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt! Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.